bonjour à toutes et à tous. Alors, comme cela a été rappelé ce matin, la crise pandémique a bousculé non seulement l'organisation logistique du congrès, mais aussi son contenu. Donc, il nous a en effet semblé important de donner une place à cette crise que nous traversons actuellement en s'intéressant à ses gestions et ses conséquences dans le monde du travail. Cette crise est finalement pleinement dans la thématique du congrès, puisqu'il s'agissait non seulement de réfléchir aux frontières de l'activité, mais aussi à la manière de penser et agir sur les transformations de nos sociétés. C'est précisément ce que nous offre, si je puis dire, le contexte actuel, puisque nous sommes les témoins et les acteurs de transformations organisationnelles et sociales sans précédent, qui sont en cours depuis le début de l'apparition de l'épidémie de Covid à l'échelle mondiale. Dans ce cadre, nous vivons actuellement des conséquences inédites sur le travail, à la fois sa réorganisation et son exercice, avec des effets en termes de santé que nous commençons à justement observer. Alors, pour parler de ces transformations liées à la pandémie dans le monde du travail, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec les intervenants suivants que je remercie d'avoir accepté de participer à cette session. Deux acteurs de terrain, Erika Bruce, qui est adjointe de direction au centre de formation paramédicale de Niort, du centre hospitalier de Niort, Éric Benel, ancien porte-parole et membre de l'Union syndicale solidaire, et deux chercheuses, Dominique Cobaret, qui est maîtresse de conférences en ergonomie à l'Institut d'études du travail de Lyon, à l'Université Lyon 2, et Aude Villemain, qui est maître de conférences à l'Université d'Orléans. Enfin, Nadia Eddad nous accompagnera pour prendre en charge les questions que vous poserez, si vous en avez, aux intervenants. Alors, je commencerai donc par poser quelques questions pour engager la discussion avec les intervenants, puis un moment sera consacré à la discussion générale au cours de laquelle les intervenants tenteront de répondre à vos questions. Pour cela, vous pourrez utiliser, comme cela a été rappelé, la fonction questions-réponses. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fil de l'eau. Un temps sera ensuite consacré justement aux réponses à vos questions. Alors, pour démarrer tout de suite, sans trop attendre, je vais donc commencer par une première question que je vais adresser aux intervenants. En vous appuyant sur vos terrains d'études, votre activité ou votre expérience en tant qu'acteur de terrain, comment les organisations, entreprises ou institutions ont fait face à la crise au plan du travail? Quelles ont été les difficultés rencontrées par les organisations, les travailleurs? Et comment cette crise a été finalement gérée jusqu'à présent, puisqu'elle continue, car elle est loin d'être terminée? Alors, je vais commencer par vous donner la parole, Erika Bruce, pour nous parler du contexte de l'hôpital. Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de votre invitation. Pour répondre à cette première question en lien avec le thème de ces rencontres qui est relatif au fait de réagir à l'urgence, je différencierai d'emblée le fait de se préparer sur le terrain à une urgence sanitaire et le fait de s'organiser pour faire face à une crise, puisqu'en effet, nos organisations sanitaires ont l'habitude sur les hôpitaux de répondre à des urgences de grande ampleur, mais là, en fait, on a dû nous organiser pour libérer des lits à l'échelle nationale de manière simultanée avec comme principal risque, qui est encore un risque actuel, c'est le risque de débordement. Donc voilà ce que je peux en dire en ouverture sur la discussion. Très bien. Maintenant, on va passer à un autre contexte qui est celui de l'enseignement. Et là, Dominique, de votre côté, vous êtes actuellement en train de suivre ce qui se passe dans ce monde de l'enseignement. Alors, par rapport à cette question, quelle est votre impression sur ce qui se passe actuellement depuis, bien entendu, le confinement du mois de mars dernier? Alors, je dirais que contrairement à ce que vient de dire Erika, le champ de l'enseignement n'a pas l'habitude de traverser des périodes telles que nous la vivons aujourd'hui. Et du coup, effectivement, la crise que l'on traverse est gérée plutôt dans l'urgence la plus totale et je dirais à toutes les étapes et tous les stades de la pandémie. C'est-à-dire que pendant le confinement n'avait pas été du tout anticipé et la fermeture des écoles encore moins.
ce qui fait que les enseignants ont appris la fermeture des écoles par la radio le soir et non pas par l'institution elle-même, hein, simplement le lendemain de l'annonce du président. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de préparation au sein des écoles. Donc, il a fallu en urgence récupérer les mails, récupérer le numéro de téléphone des parents pour pouvoir ensuite communiquer, etc. Donc, ça a été extrêmement compliqué, d'autant que les enseignants n'envisageaient pas du tout que le confinement durait plus de 15 jours. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas du tout projetés dans quelque chose de long, dans un temps long. Ils ont plutôt attendu de voir comment les choses allaient se passer. Simplement, au bout de 15 jours, ils se sont vraiment organisés pour pouvoir durer et pouvoir travailler vraiment dans ces contextes-là. Donc, ça a été un manque d'anticipation extrêmement important qui a eu, bien sûr, des effets très déstabilisants sur les enseignants. Et même dans la phase de réouverture des écoles, il y a eu très peu de concertation autour des protocoles de reprise. Et autant dans la période de confinement, l'institution a donné très peu de prescriptions sur la manière de procéder et de continuer à assurer un lien avec les élèves et les familles. Autant dans la période, par contre, de réouverture des écoles, il y a eu la transmission de protocoles extrêmement, j'allais dire, très forts, très structurés, mais qui ont pas du tout tenu compte du réel du travail et de des problèmes qui pouvaient se poser sur le terrain. Ce qui fait que effectivement, c'est pour ça que je disais, la crise, elle a été gérée en urgence avec très peu de consultations, y compris des intéressés eux-mêmes. Voilà. Merci. Alors, Aude, vous êtes intéressée à une collectivité territoriale. Donc, comment, justement, sur la base de l'étude que vous menez, là aussi depuis le premier confinement, eh bien, comment, justement, cette collectivité territoriale a fait face à cette crise pandémique? Eh bien, tout d'abord, merci déjà pour l'invitation à la table ronde. Alors, contrairement à ce qu'exposait Dominique, on s'est retrouvé dans une collectivité territoriale qui était presque prête au moment de l'annonce du confinement, puisqu'il y a un plan de continuité d'activité qui avait été validé courant février par le CHSCT. Et donc, il était totalement opérationnel au 16 ou au 17 mars, date à laquelle le plan de continuité d'activité a été déclenché. Alors, ce plan d'activité a amené un passage d'un mode de travail normé à un travail plutôt en mode dégradé. Et ça a eu donc un certain nombre de conséquences. Le télétravail a été mis en place après, je dirais, un flottement de 5 à 7 jours seulement de flottement pour retrouver une organisation, une reconfiguration organisationnelle du travail, ce qui paraît relativement court, avec 4 aspects qui ont émergé. Ce sont des élans de solidarité avec des transversalités et des polyvalences entre les services de la collectivité territoriale qui sont à souligner, avec des décloisonnements et de l'entraide entre services. Des agents qui étaient au contact du Covid et qui appartenaient habituellement à des métiers de l'ombre qui finalement ont été mis au devant de la scène. Je pense notamment aux techniciens de surface qui ont été fortement sollicités dans des résidences autonomes de personnes âgées. La question de la visibilité et de l'invisibilité du travail aussi par rapport aux managers qui ont été fortement contraints à devoir manager à distance et qui ça a placé les managers dans des situations difficiles à devoir créer et innover, je dirais, pour pouvoir gérer les agents sur le terrain. Et puis, du point de vue des élus et de la cellule de crise, puisqu'il y a eu une mise en place d'une cellule de crise au 15 mars,
eh bien, cette cellule de crise, à l'intérieur de laquelle devaient se passer les décisions principales, normalement coordonnées avec le point de vue gouvernemental, bien, ça a été source de contradictions et de paradoxes en permanence, hein, avec des opacités en termes de prise de décision, avec des communiqués qui étaient peu clairs, avec des revirements de situation et avec des logiques qui étaient parfois difficiles à comprendre pour les acteurs de terrain. Donc globalement, il y a eu de toute façon une transformation des pratiques individuelles et il y a eu, enfin, cette gestion de crise s'est essentiellement effectuée par une activité de transformation qui a eu lieu durant la situation de gestion de crise. Merci. Alors, Éric, vous, en tant que membre d'une entité syndicale, hein, et vous étiez porte-parole jusqu'à présent, hein, de cette entité syndicale, comment justement votre syndicat eh bien, a, d'une certaine manière, on va dire, fait face à cette crise, puisqu'elle a posé, hein, des questions concernant le travail et concernant son exercice dans différents contextes. Déjà, bonjour à toutes et à tous qu'on ne peut pas voir et c'est bien dommage. Et puis merci aussi à la SELF pour l'invitation à cette table ronde. Le mois de mars dernier et puis jusqu'à encore aujourd'hui, pour nous, dans notre activité syndicale, c'est qu'en fait, on a rapidement fait face, d'une part, à ce qu'on pourrait appeler une forme d'amateurisme à beaucoup de niveaux dans la manière dont cette crise a été et est gérée aujourd'hui. Hein, on le voit encore avec le dernier épisode des vaccins où les questions de fond logistiques n'ont pas du tout été réglées en amont, couplées avec une forte verticalité des décisions et du coup une absence quasi totale d'échange avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires dont font partie les organisations syndicales. Et on a pu mesurer d'ailleurs du coup de ce fait à quel point la destruction méthodique depuis 30 ans des outils de régulation collective et d'organisation collective avait eu des conséquences et a des conséquences dans la manière dont on peut faire face à cette crise sanitaire. Du coup, nous, en tant qu'organisation syndicale, dont souvent on a tendance à dire à quoi servent les organisations syndicales aujourd'hui, souvent on nous renvoie à notre inutilité, là on a pu mesurer à quel point au quotidien on était important et indispensable, parce que dès le début du confinement de mars 2020, nous avons été extrêmement sollicités par de nombreux salariés qui étaient dépourvus d'équipes syndicales autour d'eux. Et donc, pour répondre à ces sollicitations, on a mis en place et on a essayé de mettre en place un certain nombre d'outils en utilisant ce qui nous restait comme possibilité d'action. Je pense notamment aux visioconférences, ainsi qu'au numéro de téléphone et au site Internet, qui étaient les outils les plus à même de pouvoir continuer à garder des contacts directs avec celles et ceux qui étaient soit en train de continuer à travailler parce qu'on considérait que c'était des activités essentielles, soit avaient cessé de travailler. C'était la grande majorité des salariés qui avaient cessé de travailler, qui se trouvaient souvent confrontés à des questions importantes sur le statut dans lequel ils étaient, le maintien de leurs droits. Je pense notamment, par exemple, à ceux qui sont dans la précarité, les intermittents, par exemple, mais aussi tous ceux qui travaillent de manière très partielle et très précaire. Et ils sont extrêmement nombreux à être dans ces conditions-là. On a mis en place, pour répondre à toutes ces questions, un numéro vert qui était disponible tous les jours, y compris le dimanche,
qui était tenue par des militantes et des militants de Solidaires et qui essayait de répondre à toutes les questions qui nous parvenaient. Et on a eu pendant toute cette période énormément de questions. On a mis en place aussi, à travers le site de Solidaires et aussi le site spécifique de Solidaires sur les questions de santé et de conditions de travail, la petite boîte à outils, des fiches qui permettaient de répondre à beaucoup de questions, notamment celle autour du droit d'alerte pour les équipes syndicales et du droit de retrait pour les salariés. Et on a été vraiment extrêmement marqué dans la période du premier confinement par l'usage extrêmement important du droit de retrait par de nombreux salariés, y compris des salariés dans des toutes petites entreprises ou dans des toutes petites PME et des salariés isolés et sans contact direct avec des organisations syndicales. Beaucoup ont utilisé ce droit de retrait. Le droit de retrait existe depuis déjà plus de 30 ans, hein, mais n'avait jamais été mobilisé avec autant de force que pendant cette période du confinement. Et on a pu constater sur nos sites à quel point ces outils étaient extrêmement utilisés, mobilisés, puisqu'on voyait une montée en flèche des visites sur ces pages-là pendant cette période. Dernier point, on a aussi beaucoup agi juridiquement, puisqu'il était difficile de faire des actions collectives, hormis les droits d'alerte qui ont été peu utilisés ou les droits de retrait qui restent un droit individuel. On a mené beaucoup d'actions juridiques pour obliger les employeurs dans les secteurs dits essentiels où l'activité continuait à respecter les règles de prévention, notamment la prévention primaire, ce qui a conduit, par exemple, à attaquer en justice Amazon, mais aussi Renault ou la Sogepar sur Lyon, et d'obtenir des victoires juridiques là-dessus, et de renforcer, du coup, le droit effectif à la santé dans l'activité. Très bien, merci. Alors, comme il nous reste encore un petit peu de temps sur cette première partie, j'aurais une question de relance pour vous, en particulier Erika et Dominique. Alors, il est classique de définir la résilience comme une forme de robustesse d'une organisation face à une crise. Alors, la créativité des acteurs, pour certains, semble avoir précisément joué un rôle important dans cette robustesse, si on considère qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent d'effondrement des organisations, des hôpitaux ou de l'éducation nationale, etc. Un certain, alors dans ce cadre, parle même de bricolage, si vous voulez, pour faire face à la crise, pour l'opposer aux limites d'une approche gestionnaire. Alors, dans les différents cas que vous avez étudiés ou dont vous avez fait l'expérience, comment cette créativité de la part des organisations, de la part des acteurs, des salariés, s'est-elle manifestée? Alors, je vous laisse répondre très, très rapidement pour ensuite embrayer sur la deuxième partie, la deuxième question. Dominique, par exemple. Je dirais que c'est moins l'organisation et l'institution qui a fait preuve de créativité que les enseignants eux-mêmes. Justement parce que je pense que l'institution elle a été un peu dépassée par les événements, mais c'est plutôt dans ce que tu appelles le bricolage, mais que j'emploierais au sens noble du terme ici. Les enseignants ont cherché très vite à trouver des moyens de garder le lien. Et garder le lien, ça a nécessité pour certains de découvrir certaines interfaces informatiques, de se former personnellement en urgence. Et là, je dirais que le collectif enseignant ou même, je veux dire, les ressources personnelles des enseignants ont joué un rôle important.
C'est-à-dire que très vite, ils se sont créés des tutos pour pouvoir utiliser Zoom, utiliser des interfaces, parce que justement l'institution, au travers des outils qu'elle a proposés, finalement, n'a pas donné des outils fiables. C'est-à-dire que les outils de communication proposés par l'institution ont été très vite saturés vu le nombre de connexions et dysfonctionnaient beaucoup. Donc, il a fallu découvrir Zoom, Teams, n'importe quelle interface pour pouvoir avoir accès aux élèves. Il a fallu se poser des questions en urgence sur l'usage du téléphone, parce que certaines familles n'étaient pas du tout équipées, et de se dire mais voilà, est-ce que je donne mon numéro de téléphone, est-ce que je le donne pas, qu'est-ce que ça veut dire sur je veux dire la protection de ma vie privée. Et finalement, il y en a qui ont hésité, mais qui l'ont fait quand même, parce que c'était le seul moyen de faire. C'est-à-dire que je dirais que les enseignants ont vraiment fait preuve d'un zèle extraordinaire pour pouvoir faire face. Et je pense que c'est pas uniquement dans le champ de l'enseignement que l'on voit ça. Je suis sûre que dans les hôpitaux, c'est des choses aussi que l'on voit. Je veux dire, c'est le zèle qui a permis de faire face aux grands impensés du travail. Enfin, j'en ai la certitude, en tout cas dans le champ de l'enseignement. Merci. Alors, justement, on peut peut-être aborder le domaine disons, de l'hôpital. Alors, comment cette créativité, hein, si vous l'avez observée, vécue, s'est-elle manifestée au sein de votre structure, Erika? Alors, tout d'abord, déjà, ce que j'ai pu observer, c'est un engagement très fort des personnes au travail. Donc, au-delà de la créativité, il y a une mobilisation spontanée de l'ensemble des collectifs à tous les niveaux, hein, que ce soit administratif, soignant ou sur tout ce qui est logistique. Donc ça, cet engagement, il a largement débordé au niveau de la sphère personnelle. Et toute la question actuelle, c'est comment on tient aussi dans le temps, puisque autant sur la première vague, l'engagement était massif et perdure, hein, mais autant actuellement, on doit faire face à des arrêts maladie, à des personnels qui sont contaminés eux-mêmes par le Covid. Et toute la question aussi, c'est, puisqu'on a reporté beaucoup, on a déprogrammé des prises en charge sur des maladies courantes, donc c'est comment on rattrape et comment on réintègre ces patients-là. Cet engagement au travail, au-delà de la créativité, maintenant, elle est questionnée autour de comment on tient dans le temps pour que l'organisation tienne et que nos institutions puissent tenir pour accueillir potentiellement une troisième vague. Sinon, au niveau des ressources, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ce qui a fait ressource, c'est la confiance, puisque du coup, on avait un déficit de prescription. Et quand on avait des prescriptions, l'évolution du contexte allait tellement vite que la prescription, elle n'était pas forcément adaptée aux questions d'arbitrage qui se posaient. Ce qui a fait ressource, par exemple, c'est vraiment le questionnement éthique, hein, à savoir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait revenir des patients au risque d'une infection, d'une contraction potentielle de la maladie Covid? Donc ça a fait énormément ressources. On a vu l'importance d'échanger et de ne pas se précipiter aussi sur des réponses à des questions complexes. Et puis aussi la compétence. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau infirmier, dans les écoles, on forme à la polyvalence, mais on s'est très vite rendu compte que on ne peut pas substituer un personnel infirmier d'un service de soins intensifs aussi facilement qu'on le voudrait sur des activités de réanimation, et que ça nécessite vraiment une formation, ça nécessite un temps d'expérience, un temps d'intégration à l'organisation propre au service, et puis aussi pour faire face à des prises en charge totalement nouvelles qui changent les pratiques, tout simplement. Très bien, merci. Aude, qu'en est-il de l'activité, de la collectivité territoriale que vous suivez?
Eh bien, je dirais que je vois beaucoup de transversalité et de choses qui coïncident avec, que ce soit dans le milieu hospitalier ou dans le milieu éducatif, parce qu'effectivement, l'entraide spontanée, on l'a vu aussi. Dans les discours, c'était plutôt interprété du type c'est normal, on est le service public. Donc, on se doit d'être dans de l'entraide. La formation, les temps de formation extrêmement raccourcis qui sont non institutionnalisés et qui sont sur le tas. Je prends les exemples comme comme creuser les caveaux, par exemple, où il fallait préparer les gens à éventuellement une montée d'épidémie et pouvoir procéder aux enterrements, etc. Donc, il y avait besoin de personnel alors que les effectifs étaient extrêmement réduits. Donc, on a aussi ça, une formation sur le tas in situ, et cet engagement très fort, on l'a eu aussi. Question bricolage et inventivité, effectivement, on a eu aussi le besoin de liens avec une mise en place de groupes WhatsApp qui permettait de gérer au plus près du terrain tout ce qui pouvait se passer. En tout cas, ça a été un outil qui a été vraiment utilisé et emparé par les managers de ce point de vue-là. Donc c'est pareil, hein, avec des fichiers partagés, etc. Et puis au-delà de ça, on a trouvé un effet un peu de catalyseur en fait de la crise. Qui a accéléré les processus de télétravail, de dématérialisation qui étaient effectivement prévus, mais sur lequel travaillait la collectivité depuis au moins 8 mois. Eh bien, ça a été du jour au lendemain complètement mis en route, lancé, etc. Alors que le travail n'était pas encore abouti, hein, pas tout à fait prêt. Du point de vue des arbitrages, oui, et des temps d'échange et de débat, ça me renvoie aussi à la cellule de crise hein, qui était quotidienne. Dans cette cellule de crise qui avait lieu tous les matins, c'était des prises de décision par rapport aussi aux annonces gouvernementales et puis un arbitrage en local hein, par rapport à la préfecture, etc. Donc cette cellule de crise a eu pour but d'amener sans doute du débat, du paradoxe, la contradiction à différents niveaux, que ce soit entre les politiques, les administratifs, à l'échelle gouvernementale ou plutôt locale. Donc, on a vu ces choses-là vraiment tirailler. Hein, ça plaçait les gens dans du tiraillement et même dans de l'inconfort, hein, dans des situations vraiment de tension. Et puis enfin, je dirais que pour revenir et rebondir sur les effets de confiance, on a vu une découverte des managers des réelles ressources des agents en découvrant finalement que les agents étaient capables d'autonomie, de prise d'initiative, etc., qui étaient complètement cachés jusqu'alors. Et donc, il y a eu vraiment, je dirais, une espèce de mise en confiance forcée de fait par les managers à l'égard des agents, et de même une mise en autonomie des agents, toujours de manière très forcée. C'est ce qu'on a pu observer. D'accord, merci. Comme on a encore un petit peu de temps sur cette première partie, Eric, vous voulez éventuellement réagir sur cette question de la créativité, de l'inventivité des salariés, des organisations? Oui, non pas une simple réaction. En fait, cette créativité, cette inventivité, elle existait avant. Elle existe depuis toujours, et on a souvent coutume de dire, peut-être de manière un peu, comment dire, un peu facile, que ce sont les travailleuses et les travailleurs qui connaissent le mieux leur travail. Cette période-là l'a rendu encore plus visible, en fait. Comme le disait Aude, de manière un peu forcée pour celles et ceux qui les dirigent, puisqu'ils ont été contraints. Souvent, les cadres étaient au télétravail, et puis ceux qui exécutent, ceux qui sont obligés de continuer à travailler physiquement, eux étaient sur le terrain. Et donc, ils ont eu une autonomie plus grande et plus importante.
Mais en même temps, ça a été aussi source de difficulté parce que cette autonomie, elle est importante dès lors qu'il y a des espaces d'échange entre les travailleuses et les travailleurs. Et une des difficultés qu'on a eues, ça a été justement de pouvoir bricoler, comme tu le disais, Mustapha, des espaces d'échange en utilisant différents outils, différents moments, et y compris aussi dans l'activité syndicale. C'était aussi une difficulté de pouvoir bâtir des espaces d'échange. Je rappelle que au mois de mars, on a basculé, nous, côté solidaire. On était dans une mobilisation avec des grèves reconductibles importantes depuis début décembre sur la question des retraites. Et on a basculé brusquement dans ce confinement avec déjà un état de fatigue collectif assez important. Et moi, à titre personnel, j'ai été vraiment stupéfait et agréablement stupéfait par les réponses collectives qui ont pu être faites pendant cette période au sein des organisations syndicales. Ça a été réellement impressionnant. Et moi qui ai animé pendant plus de 12 ans les questions de santé et conditions de travail, de voir à quel point cette question-là était une question essentielle, notamment pendant le premier confinement, et une question prise en charge de manière très collective et très forte, à la fois par les organisations syndicales, mais par les salariés eux-mêmes, hein, comme je le disais tout à l'heure. L'utilisation massive du droit de retrait pendant cette période est quand même quelque chose de particulièrement révélateur. Tout ça était fort de potentialité et de moyens d'agir. Et je pense que ça a été aussi un élément déterminant dans le contexte général qui a permis d'avoir dans cette période-là autant de décisions judiciaires favorables à ces questions-là. Il n'était pas évident que la Cour d'appel de Versailles valide la condamnation d'Amazon. Le rapport de force était quand même particulièrement défavorable. Et ce contexte et cette situation et cette mobilisation des salariés a permis d'arriver aussi à cette décision judiciaire. Très bien, merci. Bien, maintenant, je vous propose de passer à la deuxième question que je souhaitais vous adresser. Alors, toujours en vous appuyant sur vos terrains d'études, hein, votre activité ou votre expérience, quelle transformation remarquable du travail avez-vous observé hein, dans ce contexte de la pandémie, avec quelles conséquences hein, sur les travailleurs et comment les salariés hein, ont vécu ces transformations. Alors, on peut commencer par vous, Aude, pour ce qui concerne la collectivité territoriale donc, que vous étudiez depuis le premier confinement. Alors, quelles transformations vous avez donc pu observer et comment tout cela a été vécu hein, par les salariés? Je me risque à l'expérience de… Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui, on voit votre diapositive, tout à fait. Voilà, je préfère vous la présenter pour pouvoir partager un peu les verbatim qui ont été très, très révélateurs. Alors, les transformations, elles ont été de plusieurs types et de plusieurs ordres, sachant que vous voyez que ça peut respecter une certaine hiérarchie, en tout cas dans l'organisation de la collectivité territoriale. On a eu donc des agents qui se sont vus présenter en tout cas un intérêt à l'égard des directions, par exemple, alors qu'avant, on ne s'intéressait pas à moi. Depuis, on m'appelle tous les jours pour savoir comment je vais. On a vu une modification des statuts avec une amélioration de la connaissance des métiers et des collègues, comme on a pu le voir. Alors ça, ce sont des choses qui sont aussi abordées dans un modèle présenté par Paulet en 2009, un modèle de l'activation de la résilience où on voit une reconfiguration des relations
et des aspects relationnels et une modification des statuts qu'on a parfaitement retrouvé en fait dans le cadre de ce travail-là. Les managers à distance ont été très embêtés par les questions de traçabilité des actions à distance et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la surprise par la prise d'initiative de certains agents, mais en revanche, les conséquences, c'est que y en a pour qui on avait l'impression qu'ils font preuve d'agitation numérique, de mail à outrance, etc., qui vient densifier le travail considérablement, hein, le travail de mail, mais qui ne sont pas forcément très présents dans les actions. Donc, chacun a géré le travail à distance à sa manière, avec cette question du travail visible et du travail invisible en filigrane, à savoir comment on est habitué à ce que le travail se voit, donc comment on réagit maintenant qu'on est en situation à distance. Je crois que c'est quelque chose qui a vraiment été empêchant du point de vue des managers. Alors, on a vu aussi des transformations de pratiques où on voit bien que avant, j'y croyais pas au télétravail. Maintenant, je vais revoir ma pratique sous ce prisme. Donc, il y a comme si le télétravail, il fallait l'expérimenter avant d'en être convaincu. Alors après, il y a sans doute une histoire de dosage et de curseur à placer. Il y a aussi d'autres manières de travailler. J'ai travaillé autrement sur l'anticipation des décès parce que je me suis retrouvée sans dossier, sans outils non plus. Donc, il y a eu une transformation des pratiques, en tout cas à l'échelle individuelle. Et les innovations, ça a été des outils transversaux, comme je le développais tout à l'heure, hein, des tableaux de suivi, des groupes WhatsApp, des partages de documents. Les histoires de formation aussi, où le travail a été plutôt autonome et non prescrit avec un tuilage sur le toit, sur le tas. Et puis le côté catalyseur de la situation de crise. Alors, la question que je me pose, c'est qu'à partir du moment où on considère qu'il y a transformation, ça veut dire que ce qui a été mis en place doit être pérennisé. Aujourd'hui, je me dis que dans la mesure où il y a eu le deuxième confinement, donc cette étude-là a eu lieu sur le premier confinement de mars à juillet, comme il y a eu le deuxième confinement, je me dis qu'effectivement, il n'y a pas eu de transformation réelle, en tout cas, du point de vue des organisations, puisque les lignes structurellement n'ont pas bougé. Sinon, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas vécu ce deuxième confinement. Ça reste à l'état d'hypothèse et de questionnement, hein. Mais cette activité collective de transformation qui a été aussi développée par Sanino et Engelstrom en 2018, on la retrouve bien. En revanche, je pense qu'à un niveau micro, il y a bien une transformation des pratiques. Mais à un niveau macro, je ne suis pas sûre du tout que cette transformation puisse perdurer et soit vraiment pérenne. Merci Aude. Eric, quel est votre point de vue sur cette question, donc votre point de vue en tant que membre de la structure syndicale que vous représentez? Il y a plusieurs aspects. Un des premiers aspects qui a été extrêmement important, mais un peu comme Aude, qui, je pense, n'a pas du tout été pérennisé, ça a été de pouvoir rendre visibles les métiers essentiels et rendre visible beaucoup de salariés qui vivaient leur activité de manière invisibilisée. On a beaucoup parlé du fait que le secteur de la santé était applaudi chaque soir aux fenêtres, mais d'autres métiers, comme par exemple le métier d'éboueur, ont eux aussi reçu une forme de gratification de la poursuite de leur activité, de la nécessité de leur activité. De la même manière, je crois que c'était Erika qui en parlait tout à l'heure, pour les salariés du nettoyage qui ont eu aussi un rôle et ont continué à avoir un rôle essentiel. Et donc, le premier confinement a permis cette visibilité, a permis cette forme de reconnaissance, mais qui s'est malheureusement rapidement
rapidement éteinte, de la même manière que les applaudissements se sont éteints dès le confinement cessé. Cette forme de visibilisation s'est éteinte pour celles et ceux qui les avaient pas encore vus. Par contre, ce qui me semble important et qui là pour le coup ne s'est pas éteint, c'est que ça a renforcé à l'intérieur de ces collectifs de travail qui étaient jusqu'à présent invisibilisés leur force collective, leurs échanges collectifs et leur détermination à faire en sorte que ils puissent avoir une forme de reconnaissance plus importante et qui ne se limite pas, bien entendu, à la question du salaire. Et je pense qu'on a pu le voir, alors de manière un peu pas tout à fait complète, mais à travers, parce que souvent c'est des métiers où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration et beaucoup de travailleuses et de travailleurs sans papier. Je pense notamment au domaine du nettoyage. Et c'est le premier secteur qui s'est mobilisé dans la rue après le premier confinement, c'est les sans-papiers qui, pour la plupart, travaillent et sont doublement invisibilisés. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important et de fort qui devrait pouvoir se pérenniser. Autre élément important, bien entendu, et là aussi on a parlé, c'est le télétravail. Et puis globalement la numérisation et la digitalisation du travail, au-delà du simple télétravail, parce que beaucoup de gens, même quand ils sont sur leur lieu d'activité, une partie de leur activité maintenant se fait soit à travers des ordinateurs, soit à travers des téléphones portables, avec beaucoup et de plus en plus d'outils de contrôle de gestion. Alors, s'il y a eu en effet un effet de surprise pour beaucoup de secteurs qui n'étaient pas ou qui n'avaient pas encore eu d'échange ou de préparation sur le télétravail, ni la mise à disposition de matériel, très rapidement, on a vu se multiplier les outils de contrôle des télétravailleurs. Alors tout à l'heure, on parlait de l'autonomie qui avait été un petit peu développée pour celles et ceux qui continuent à exercer leur activité dans les entreprises et dans les services. À contrario, beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers ont eu du mal à accepter la mise en télétravail et on a eu énormément d'outils de contrôle, de contrôle extrêmement beaucoup plus, accru, avec l'impression que si les gens étaient au télétravail, ils ne travaillaient pas. Alors que c'était exactement l'inverse. La plupart de celles et ceux qui télétravaillaient, quand on les interrogeait, avaient l'impression de faire beaucoup plus d'heures, d'être beaucoup plus engagés. Et de l'autre côté, les managers, les chefs d'entreprise, les chefs de service avaient, eux, l'impression qu'il y avait un relâchement, etc. Donc, on a eu beaucoup d'outils de contrôle qui ont essayé d'être mis en place. Et sur la question du télétravail, il y a vraiment un travail important à faire en termes de revendications, en termes d'organisation du télétravail. On peut que regretter que l'accord qui a été signé à la fin de l'année 2020 soit aussi faible en termes de contenu et il ne soit pas du tout à la hauteur de l'expérience collective qui a été générée pendant cette période-là. Troisième élément important aussi, c'est que si en effet cette période a permis de renforcer de la solidarité, de l'entraide, des liens collectifs, on constate, nous, depuis le deuxième confinement, depuis les couvre-feux, depuis le fait que cette crise s'installe dans la durée, c'est que beaucoup de salariés et de gens se sont dit que
après le premier confinement, on allait aller vers retourner à ce qu'on pouvait vivre auparavant, et ce n'est pas le cas. Et donc, on sent à la fois dans les collectifs syndicaux et dans les collectifs de salariés de plus en plus de tensions, parce que les espaces d'échange se font de plus en plus rares et sont de plus en plus difficiles. Et donc, la possibilité d'échanger collectivement, de partager ses expériences, de partager son vécu, comme on peut le faire tout simplement autour d'une machine à café, pour prendre un exemple tout simple et que tout le monde voit, ces espaces-là se sont étiolés. Et donc, les tensions et puis l'angoisse que génère la situation de la pandémie rendent compliqué et plus difficile les réponses et le travail collectif. Et donc ça, c'est quelque chose qui, depuis le deuxième confinement, se ressent particulièrement et nous inquiète beaucoup pour l'avenir. Très bien, merci. Alors, Erika, quelles ont été les conséquences sur le personnel soignant au sein de la structure dans laquelle vous travaillez? Alors les conséquences, on est toujours en train de les mesurer parce que c'est très évolutif, dans le sens où, alors au niveau de notre établissement, c'est vrai qu'on a eu à faire face à des arrêts maladie de deux types, arrêts maladie liés à la contraction de la maladie Covid par les soignants ou par leurs proches. Les évictions liées aussi à la suspicion de positivité Covid, et puis les arrêts liés à l'épuisement suite à avoir fait face à la première vague. Après, au niveau des effets, je pense qu'on fait un constat, le constat que je peux faire actuellement, c'est que les personnes et les hôpitaux, finalement, ont produit beaucoup d'activités réelles pour répondre à l'urgence et ensuite à la crise qui a continué et qui s'est transformée au niveau des vagues successives, puisqu'on se prépare à la troisième potentielle suite aux fêtes de fin d'année. Et en fait, ce que je constate, c'est que l'activité qui a été engagée, elle n'est pas valorisée au niveau financier, puisque les premiers chiffres qu'on a, et c'est là où on verra aussi l'impact à long terme sur les réponses de nos tutelles par rapport à ça, c'est que l'activité financière, qui est différenciée de l'activité de travail, les personnels n'ont jamais autant donné et ça n'a jamais aussi peu été valorisé au niveau de l'activité financière T2A de nos établissements. Donc, on est là face à un paradoxe et du coup, il faudra aussi en mesurer les effets sur l'engagement des personnes dans nos hôpitaux à long terme et les effets aussi en termes au niveau macro, au niveau des transformations sur nos organisations et sur les décisions de nos tutelles. Très bien, merci. Dominique, alors, pour ce qui en est des enseignants, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils continuent de vivre justement cette crise et qu'est-ce que ça a amené comme transformation de leur travail? Alors, vous avez commencé un petit peu à l'évoquer. Voilà, qu'est-ce qui est remarquable finalement dans ces transformations et dans ces conséquences? Je choisirais quelques points en fait qui m'ont paru importants. D'abord, il y a eu une transformation importante dans la relation à l'élève, c'est-à-dire que cette fois-ci, dans la période de confinement, le travail envoyé aux élèves passait par un enrôlement des parents et par un étayage des parents
pour expliquer le travail aux enfants. Et ça a nécessité un travail méta-réflexif assez inédit, finalement, vis-à-vis des parents, qui a pas mal déstabilisé les enseignants. Je vais vous en prendre un exemple qui m'a paru, enfin, qui me paraît assez illustratif de tout ça. Il y a un enseignant qui travaillait en CM2 et qui était plutôt dans, j'allais dire, dans le courant Freinet, qui est quand même un courant assez ouvert et amenant beaucoup de souplesse. Et il m'a expliqué, je vais être extrêmement dirigiste dans cette période parce que je suppose que les parents vont être perdus et je vais leur donner des idées. C'est-à-dire que je vais leur donner mon emploi du temps et comme ça, ils pourront suivre l'emploi du temps de manière justement à les guider, les aider dans leur travail. Et en fait, ce qui s'est aperçu grâce au retour des parents, c'est que finalement, ce qu'il proposait était infaisable. D'abord parce que le rythme que lui mettait en place avec les élèves dans l'organisation des activités n'était pas tenable du point de vue des parents. Et puis les parents n'avaient pas que ça à faire, ils avaient aussi leur propre activité à gérer, etc. Donc il y a une espèce d'incompréhension vraiment très très importante qui a amené les enseignants à se dire mais mince, comment je vais faire? Comment je peux rendre compréhensible aussi ma façon de travailler, etc. Donc, souvent, les enseignants ont réduit à la baisse finalement la quantité de travail donnée aux élèves et il a fallu beaucoup plus d'explications. Donc, les enseignants ont passé beaucoup de temps de préparation, non seulement à préparer le travail des élèves, mais à préparer le travail des parents qui allaient encadrer les élèves. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire sur la transformation de l'activité de travail. Un autre élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la dimension collective du travail. C'est-à-dire que je pense que cette période de confinement a révélé les dynamiques collectives qui existaient dans les écoles. Là où il y avait des collectifs forts, il y a eu toute une organisation informelle qui s'est mise en place au bout de 15 jours, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est mise en place une organisation informelle qui a permis de coordonner finalement certaines activités. Il y a eu des activités transversales qui ont été mises en place, etc. Alors que là où il n'y avait pas de collectif de travail, eh bien les enseignants ont plutôt joué tout seuls, enfin ils ont fonctionné tout seuls sans avoir nécessairement cette ressource des collectifs. Et je voulais rajouter aussi quelque chose de particulier en maternelle, parce que j'ai distingué avec Cécile Brunon ce qui est de l'ordre du travail en maternelle de l'élémentaire. Et en maternelle, il y a eu la constitution de collectifs, y compris à l'extérieur de l'école. C'est-à-dire que dans certaines circonscriptions, il y a des enseignants qui ont fait preuve d'une grande créativité, y compris ont créé des chaînes YouTube à destination de leurs élèves et de leurs parents. Et ces enseignants ont mutualisé ces chaînes YouTube avec leurs collègues de la circonscription. Ce qui était inédit. Enfin, ça se faisait. Il n'y a jamais eu ce travail inter-école entre enseignants. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu un partage dans les deux sens, c'est-à-dire que du coup, les enseignants des autres écoles amenaient des thématiques, amenaient des supports pour que la collègue qui avait la chaîne YouTube puisse faire son travail en visio que eux pouvaient réutiliser par la suite. Donc, d'un point de vue collectif, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le confinement a été l'occasion de créer des choses vraiment très, très intéressantes et très riches. Maintenant, je voudrais parler de la réouverture des écoles. Tout à l'heure, j'ai été un peu rapide sur la réouverture des écoles. Au tout début, la réouverture, elle s'est faite progressivement. C'est-à-dire que tous les élèves ne sont pas venus dans les écoles. Ce sont surtout les enfants de parents, enfin, de parents prioritaires qui ont été accueillis avec des jauges réduites en classe, etc. Et là, il y a eu de grosses préoccupations des enseignants qui, lorsqu'ils sont retournés à l'école, n'ont pas nécessairement retrouvé leurs élèves.
Donc la question qui s'est posée pour eux, c'est comment faire par rapport aux enfants qui n'étaient pas là, qui ne sont pas revenus, alors que l'injonction du ministère était finalement, une fois que les enseignants sont en présentiel, ils ne font que du présentiel. Mais d'un point de vue éthique, ce positionnement a posé problème. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ont dit non, mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai accompagné tous les élèves en distanciel. Là, maintenant, on me demande de prendre des élèves, en plus, pas tous les miens. Donc, et moi, j'ai envie quand même de dire que je suis présente. Et donc, on va se retrouver là avec des enseignants qui, pour certains, vont coller à la prescription, ne faire que du présentiel. D'autres, en conflit avec justement cette prescription, vont mettre en place à la fois le présentiel et à la fois le distanciel avec ces enfants en distance. Et ce que nous avons constaté avec Cécile Brunon, c'est une dégradation de la santé, particulièrement chez ces personnes qui ont essayé de tenir les deux, présentiel et distanciel, mais qui étaient en cohérence, qui étaient davantage en cohérence d'un point de vue éthique. C'est-à-dire que les choix éthiques, finalement, n'ont pas été nécessairement facteurs de santé. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et puis, ce qu'on a pu montrer, c'est que les protocoles sanitaires n'étaient pas nécessairement adaptés à l'activité de travail. Ce n'est pas du tout évident pour les enseignants, en particulier en maternelle, de travailler avec les masques. C'est, comme il disait, c'est tout juste impossible sur certains types d'activités pédagogiques, dans le sens où pour apprendre le langage, pour apprendre la formulation des mots, etc., c'est important que les enfants voient le visage, qu'ils voient, par exemple, quand on fait une comptine, où est le nez, la bouche, parce qu'il s'agit de ça dans la chanson, etc., dit, mais on est complètement empêché dans le travail. Et donc, il y a eu vraiment plein de difficultés autour de la gestion des masques en particulier, et amenant les enseignants parfois à transgresser la règle, c'est-à-dire à enlever ponctuellement le masque pour pouvoir bien faire leur travail, avec sous le sceau quelque part du risque d'attraper justement le virus, quoi. Et avec une culpabilisation de l'institution par rapport au port du masque et la nécessité de mettre en place les gestes barrières très forts. Donc, mais c'est un sujet qui a été extrêmement délicat à aborder avec les enseignants, parce qu'il y a eu toute une phase dans les entretiens qu'on a menés qui visait à dire oui, je respecte strictement les protocoles, et quand on creuse un peu, on se rend compte que dans tous les niveaux scolaires, on voit cette nécessité tout en se mettant en distance, mais de repousser le masque pour bien faire le travail. Et ça, c'est des choses dont ils ont du mal à parler. C'est vraiment des choses importantes. Je voulais insister aussi sur le fait que il y a des enseignants qui, dans la phase de confinement, ont trouvé des espaces de développement personnel, en particulier dans la maîtrise des outils numériques. Il y en a qui ont dit, moi j'ai appris beaucoup dans cette période-là, et je suis satisfaite de tout ça, parce que peut-être qu'un jour je m'en resservirai. Et puis, certaines personnes ont profité de cet espace de liberté inédit dans l'éducation nationale, on va plutôt dans l'autre sens actuellement, inédit pour innover d'un point de vue pédagogique. Par exemple, tout à l'heure, l'enseignant dont je vous parlais, qui est en CM2, il a expérimenter ce qu'il appelle des balades mathématiques, donc qu'il rêvait de faire à l'école dans un cadre plus classique, et puis qu'il ne s'était jamais autorisé. Et là, il a dit, je permettais aux élèves d'aller dans la maison et de repérer tout ce qu'ils pouvaient renvoyer aux mathématiques, etc. Et il a dit, mais ça a été extraordinaire, j'ai trouvé ça génial. Donc, je voulais dire, voilà, il y a des choses qui ont participé à déconstruire la santé, puis d'autres, au contraire, qui ont permis de trouver des espaces de développement dans ce cadre-là. Voilà, je ne voudrais pas idéaliser les choses, mais dire que ça aussi, ça a existé et que ça a été important. Voilà. D'accord. Merci Dominique. Alors, nous
nous avons un petit peu de temps pour prendre une question de la salle, on va dire. Donc, je te passe la parole, Nadia. Oui, bonjour à tous. Merci, nous avons de très nombreuses questions. Alors, je ne sais pas si on va arriver à répondre à toutes. Donc, j'essaie de les rassembler. Donc, il y a un ensemble de questions autour de la contribution des ergonomes. Hein. Donc, je pense aux questions de Marianne, Catherine, également Raphaël, qui s'interrogent sur la manière dont cette situation a interpellé les ergonomes dans leur manière d'interpeller les institutions et les organisations. Et en fait, qu'est-ce que cela apporte pour nos contributions en tant qu'intervenants, en tant qu'ergonomes? Donc, quelles sont les questions nouvelles que la situation actuelle a fait émerger? Et dans quelle mesure les ergonomes ont contribué en tant que partie prenante au dispositif décisionnel? Raphaël rajoute, juste, j'essaie de rassembler quelques questions, rajoute une idée autour qui, selon lui, serait une résilience organisationnelle qui se jouerait sur 3 niveaux, le micro, le méso et le macro. Donc, il intervient en disant qu'effectivement, les ergonomes ont bien montré toute la créativité que pouvaient avoir les salariés sur les terrains et que ça a beaucoup bougé. Et il s'interroge maintenant sur la capacité du macro à s'interroger et prendre en compte ces choses qui se réalisent en termes de créativité au niveau micro. Voilà, donc ça c'est une première, je dirais, salle de questions à laquelle je rajouterai aussi rapidement, c'est le fait qu'il y a un gros focus aujourd'hui sur la question du risque, il y a des questions là-dessus, mais pour rejoindre la question de Catherine qui soulève le fait que la question de la santé effectivement se pose de manière accrue, mais que malheureusement elle est souvent réduite à la question de la maladie. Et donc, la question, c'est comment est-ce que finalement les ergonomes se dépatouillent de cette réduction de perspective. D'accord. Alors, pour laisser du temps pour les autres questions que j'avais, on va pas répondre à toutes les questions. Donc, je propose qu'on prenne là 2, puis on reviendra sur les autres questions après. Donc, il y avait la première question, si je ne me trompe pas, Nadia, concernant la contribution des ergonomes, c'est ça? Parfaitement. Donc peut-être que Aude et Dominique, vous pouvez répondre, et bien sûr, Erika, vous pouvez réagir aussi, puisque vous êtes également en formation d'ergonomie, si je ne me trompe pas. Donc, Aude et Dominique, sur cette question. Je veux bien commencer pour apporter un éclairage. Par rapport au travail effectué au sein de la collectivité territoriale, je m'inscris vraiment dans une approche compréhensive des choses. Derrière ça, pour moi, la compréhension de comment va s'articuler en fait la gestion de crise avec des ressources existantes au sein de la collectivité, à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Comment ça s'inscrit en termes de transformation, de développement, etc. Donc vraiment dans une perspective d'ergonomie constructive. Pour moi, les enjeux, ils sont très clairs. Ils sont essentiellement d'ordre de la formation, quoi. Ce sont des enjeux de formation, à savoir comment gérer des situations imprévues, impensées, et comment préparer des organisations ou tout type d'organisation au sens large du terme, pour pouvoir gérer ce type de situation-là. Et c'est en lien un peu avec les travaux qu'on mène aujourd'hui en environnement polaire. Donc, peu importe l'environnement, j'ai envie de dire, les réelles questions, je pense que les ergonomes peuvent s'emparer, c'est vraiment la question de la formation et de la préparation à ces situations-là. Alors, évidemment, on n'est pas... en tout cas, moi, pour ma part, je ne m'inscris pas du tout dans des démarches d'experts, mais plutôt dans des approches compréhensives des situations. Merci. Dominique? Je vais dire peut-être que en tout cas par rapport à mon terrain, enfin notre terrain avec Cécile, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'apporter une vision systémique de ce contexte, par exemple, de reprise des écoles, dans le sens où on voit bien que les enjeux de la reprise n'ont pas simplement ils ne dépendent pas simplement de ce qui se joue au niveau des enseignants, mais aussi de l'articulation avec les mairies.
Et par exemple, on s'est rendu compte que certaines mairies étaient facilitantes et d'autres ne l'étaient pas. Et j'allais dire, penser la réouverture des écoles, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation, ça aurait été intéressant qu'il se pose davantage de questions sur l'activité support que pouvaient apporter les mairies aux enseignants. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des conflits extrêmement importants entre des inspecteurs et des maires alors, l'inspecteur voulant réouvrir les écoles, des maires qui voulaient au contraire les fermer parce que les conditions sanitaires n'étaient pas, les protocoles n'étaient pas possibles à mettre en œuvre dans les écoles. Mais ça s'est géré au travers justement de cet acteur important que constituent les directeurs d'école et qui ont été en grande souffrance dans la période de réouverture. Et ça, c'est un grand impensé je pense, de cette phase de réouverture, le fait que c'est un problème où des acteurs très différents peuvent intervenir. Et puis, je dirais que ce qui est important, il me semble, dans cette période de pandémie qui dure et que tout le monde endure, finalement, c'est l'approche diachronique. L'approche diachronique de cette période, parce que justement, les choses se sont organisées, structurées, déstructurées, réorganisées au fil du temps. Et je pense que si en ergonomie, on peut amener quelque chose, c'est ce regard diachronique. C'est ce regard évolutif qui nous permet à la fois de comprendre les enjeux qu'ont représenté les changements successifs qu'ont dû vivre les personnels, mais aussi dans quelle mesure il y a un moment, il y a un temps, il y a un temps où les personnes peuvent se poser pour tirer profit de ces expériences, pour pouvoir avancer et pouvoir mettre en place des choses de plus en plus pertinentes. Et là, ce sont des espaces qui n'existent pas, malheureusement, ce qui fait que tout le monde est le nez dans le guidon, avance comme il peut, et ce qui aboutit à un épuisement extrêmement important. Et dans le champ de l'enseignement, il y a de plus en plus de départs du métier, des départs de jeunes qui rentrent dans les métiers, et d'envie de départ très fort de personnes proches de la retraite qui vont même anticiper leur départ à la retraite. Très bien, merci. Alors, toujours pour continuer avec vous, Dominique et Aude, là, je vais vous demander d'être relativement brève parce que il nous reste relativement peu de temps pour laisser du temps à la discussion générale. La question que j'avais pour vous, c'est quel défi méthodologique avez-vous rencontré dans le travail de terrain en termes de recueil d'observation, de données, en termes de recueil de données, pardon, d'observation? Quels enseignements tirez-vous de ce contexte exceptionnel précisément au plan méthodologique? Alors, Aude, par exemple? Merci pour cette question. Alors, d'un point de vue méthodologique, juste pour balayer, mais alors très rapidement, hein, on est donc dans une collectivité qui comprend 600 agents avec des strates, vous avez bien compris, très organisées et qui constituent un système plutôt vertical. D'un point de vue méthodologique, le travail a été amorcé, en tout cas du point de vue d'une manière très opportuniste. Il s'agit d'une démarche très spontanée de ma part auprès d'une directrice générale de service de la collectivité qui a été effectuée le 15 mars et puis le projet a été validé en cellule de crise de la collectivité le 16 mars et les entretiens ont commencé le 17 mars. Donc ça a été très rapide, il a fallu être très réactif. C'était une opportunité à saisir pour essayer d'aller au cœur de la crise et aller voir un petit peu ce qui se passe en temps réel et suivre les mouvements d'une organisation en temps réel. Donc, c'était vraiment ça que je cherchais à capter.
ça m'a coûté d'un point de vue énergie. Parce que, évidemment, la crise et le confinement, je l'ai subi aussi au même titre que tout le monde. Et ça, il a fallu malgré tout être relativement disponible sur des temps qui étaient parfois les entretiens avaient lieu à 22h, minuit, en fonction des disponibilités des DGA, des personnels. Voilà. Le travail a été fait. Donc, il y a 44 entretiens qui ont été menés en 4 mois auprès de 22 acteurs. Et puis, on a analysé 28 comptes rendus de cellules des crises en croisant avec l'actualité. Donc, le travail a été essentiellement qualitatif, mais je dois dire que je pense que dans ces situations-là et en environnement polaire, j'ai pu aussi rencontrer ces situations-là où les méthodologies, faut pas chercher à présenter une méthodologie très policée, très propre et très protocolaire, puisque de toute façon, ça ne passera pas. On est nous-mêmes sous contrainte pour recueillir les données, des contraintes temporelles, des contraintes aussi de fatigue. Et donc, de ce fait-là, on est dans de la gestion en situation, je dirais, d'immersion, la gestion, de la mise à distance aussi de ses propres émotions et de son propre vécu, pour essayer de garder, je dirais, la tête froide dans ces situations-là. Donc ça fait partie des difficultés que j'avais déjà rencontrées auparavant. La deuxième chose, je pense que ça tient à la mixité des outils. La mixité des outils va permettre de pallier les manques ou les biais qui pourraient éventuellement y avoir au niveau scientifique, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de propre, mais je crois que ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose de juste, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à retracer au mieux la complexité de la situation avec tout ce que ça engendre et le réel de l'activité. Et ça, c'est particulièrement compliqué quand on ne travaille pas a posteriori de la crise, mais vraiment en temps réel. Voilà, alors juste pour dire que les travaux sur les situations de crise, ils sont nombreux, mais que la particularité de cette étude-là, c'est qu'au moment où on procède au recueil de données, on ne sait pas où on va. On est au 17 mars, on ne sait pas s'il s'agit, en tout cas on ne sait pas si on s'en mange dans quelque chose qui va engendrer une cinquantaine de morts, une centaine, 10 000, 100 000. À ce moment-là, on n'a aucun éclairage sur la situation, on ne sait pas où on va. Et comme l'a dit un collègue auparavant, on est sur la question des gestions de ressources, puisqu'on est complètement dans le flou par rapport à ce qui va se passer par la suite. Merci. Dominique, très brièvement. Oui, très brièvement, avec Cécile, nous, on a eu cette difficulté partagée d'accès au terrain. Ce qu'on voulait faire, c'était une étude qualitative et surtout une recherche qui permette de travailler sur un temps long. Donc, ce que nous avons mis en place du point de vue méthodologique, c'est d'abord D'abord, on a travaillé avec 24 enseignants, c'est important de le préciser, avec 24 enseignants, certains en maternelle, certains en élémentaire, et parmi eux, il y avait 6 directeurs d'école. D'écoles différentes, parce que justement les protocoles mis en place dans les écoles n'étaient pas les mêmes, le tissu social n'est pas le même, les locaux n'étaient pas les mêmes, etc. Et ce qu'on cherchait, nous, c'était de cerner cette variabilité et de voir comment les choses se mettaient en place. Nous avons travaillé, au départ, nous avons fait des entretiens qui nous ont permis d'élaborer des budgetants dans la lignée des travaux de Guibert et collaborateurs, et méthodologie mise en œuvre également, il me semble, par Keinec dans les années 80. Ces budgetants visaient à demander aux personnes, en période de confinement, dès le matin, de dire tout ce qu'elles faisaient dans la journée, à la fois les activités, j'allais dire,
quotidiennes, tout ce qui est lever, prise de déjeuner, etc. Et puis toutes les activités tournées vers le travail d'enseignement que nous avions décliné en plusieurs points. Et donc les enseignants, sur un espèce de tableau Excel, je n'ai pas le document à vous montrer, mais pouvaient cocher tout au long de la journée, au fur et à mesure de la journée, les différentes activités qu'ils réalisaient, en précisant également les outils de travail qu'ils mobilisaient pour pouvoir réaliser ces activités. Donc, ce qui nous a permis de récupérer la structure temporelle de l'activité des personnes et l'organisation séquentielle des tâches qu'ils réalisaient. Et ce qui nous a permis de mettre en évidence justement les glissements des temps de travail, le soir tard, les week-ends, puisque les enseignants, pour maintenir, j'allais dire, l'engagement des élèves dans le travail, n'hésitaient pas à répondre dès qu'ils recevaient un message, de manière à ce que les enfants soient, voilà, aient une réponse positive à leur travail, comme ils le font en classe. Donc, ça a bien permis de montrer cette espèce de perméabilité entre les sphères de vie. Et sur la base de ce recueil des budgets temps, ce que nous avons mis en place dans la période de confinement, ce sont des entretiens longs qui démarraient d'abord par une contextualisation de la situation de l'enseignant, du point de vue de son parcours, mais aussi du point de vue de son école, comment ça se passait dans son école, etc. Et après, on revenait sur le budget temps et on amenait les gens progressivement à nous expliquer plus finement comment ils s'y prenaient, etc. C'est-à-dire que les budgets temps ont pour nous été un support au développement des raisonnements qui ont participé à la structuration de leur activité. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans la période de confinement. Et ensuite, dans la période, à partir du moment où les écoles ont réouvert, nous avons poursuivi par des entretiens, ce qui fait que, donc toujours avec cette même cohorte, donc on en est aujourd'hui à la 3e passation d'entretien, puisqu'on a des personnes sur toute la France, on en a à Arcachon, on en a à Besançon, on en a par toute la France, et donc on en est à 61 entretiens qui nous permettent justement de suivre ces personnes dans le temps et de voir comment l'activité a évolué, comment elle s'est restructurée, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Merci. On va. Ça doit. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer maintenant à la prise des questions de la salle parce qu'on arrive déjà à 15h20. Il nous reste 10 minutes, si vous êtes d'accord. Donc, je vais donner la parole à Nadia, puisqu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, Nadia, à toi de jouer. Il y a énormément de questions. Effectivement, je pense qu'il y en a une qui monte là en nombre de personnes qui mettent un petit symbole pour dire qu'ils sont d'accord. Et donc, c'est celle-ci que je vais vous proposer. C'est autour, effectivement, à la fois de la notion de risque et la notion d'activité. Qui effectivement tourne autour de la question d'Alain et d'autres interviennent, qui est est-ce que finalement cette mise en visibilité d'une forme de risque, notamment biologique, comment cette mise en visibilité finalement permet de aussi discuter des autres formes de risques qui sont invisibles, mais surtout comment cela emmène à réfléchir non plus seulement à la protection comme une simple prescription, mais comme une activité de travail. C'est-à-dire comment finalement concilier à la fois une activité de production et à la fois cette activité-là qu'il s'agit de se protéger. Ça peut aussi rejoindre d'autres questions effectivement qui sont dans la liste, mais j'aimerais, si c'est possible, que vous ayez une réponse sur le lien qu'il peut y avoir entre activité, effectivement, notamment dans la dimension de la protection, par rapport à ces risques qui jusqu'à là, on ne voyait que sous l'angle de la prescription. Qui souhaite prendre la parole pour Erika, oui, à vous. Ah, votre micro est coupé. Ce que je peux dire par rapport à la question qui est posée sur
toutes les activités qui concernent les protections. Ce que je constate à l'hôpital, c'est que toutes ces questions-là, elles sont très embolisées par l'approche hygiéniste, en fait. Donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir, un enjeu, ne serait-ce que moi, au niveau, en tant qu'étudiante en ergonomie, c'est de pouvoir remettre les questions du travail autour de ces activités de préparation pour se protéger et aussi de pouvoir participer au retour d'expérience, aux bilans qui sont vraiment très, très centrés et embolisés par les hygiénistes, en fait. Merci. Une autre question, Nadia? Oui. Une autre question qui surgit pas mal, c'est la manière dont les ergonomes ont pu contribuer à finalement cette activité de crise. Comment c'est remonté, comment ils ont travaillé sur ces questions-là, notamment au niveau institutionnel, mais également à essayer d'ouvrir la question de la santé, pas uniquement à la question de la maladie, du risque de la maladie, mais de la santé, et en lien avec le fait, et là c'est une question, alors je ne sais plus de qui encore, mais qui rejoint d'autres sur le fait que faire un travail de qualité contribue à la santé. Donc comment relier la question de l'activité, notamment de se protéger tout en réalisant une production, en faisant un travail de qualité et en essayant effectivement toujours de faire attention, et en parallèle, comment remonter ça dans les instances de décision. Donc, je m'adresse surtout aux personnes qui sont ergonomes ou pas ergonomes, aussi si maintenant il y a des liens avec la question du travail. Qui souhaite répondre? J'ai d'autres questions. Okay. C'est autour effectivement de l'immersion. Peut-être Dominique. Dominique souhaite. Il me semble que j'ai répondu partiellement à cette question tout à l'heure en évoquant justement le fait que pour pouvoir faire un travail de qualité et surtout qui permettent aux enseignants d'avoir le sentiment d'amener tous les éléments pour que les élèves puissent réaliser les apprentissages correctement, ils sont amenés justement à composer avec les prescriptions, à retirer ponctuellement le masque pour pouvoir travailler, etc. Parce qu'ils se sont rendus compte que effectivement, certains élèves, surtout les élèves allophones, avaient encore plus de mal pour apprendre la langue, pour apprendre les sons, etc. Et leurs inquiétudes, elles sont autour des impacts durables de mauvais apprentissage au départ. Et du coup, il y a une espèce de compromis, d'arbitrage qui se fait au détriment de leur santé, mais pour que les élèves apprennent correctement. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent le plus en avant, reléguant la question de la santé au second niveau. Merci. Je veux bien essayer d'apporter un élément de réponse, alors avec une vision peut-être un petit peu plus du point de vue de l'organisation. Il y a quelque chose qui est très présent, je trouve, depuis le mois de mars, confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, etc. Ce qui me vient, c'est qu'en fait, on est plus dans une optique de faire contre le virus qu'avec le virus. Et ça va jouer beaucoup dans la suite et donc dans les affaires de transformation du travail et puis de la suite aussi en termes de qualité. Pour répondre à cette articulation entre qualité au travail et puis santé, pour moi, ça revient à questionner les normes de travail, puisque à chaque déconfinement, on revient systématiquement à la manière de travailler d'avant Covid.
au lieu de bouger à un moment donné des lignes qui sont structurelles, hein, plus qu'organisationnelles, vraiment des lignes limitrophes qui va impacter l'organisation du travail. Et donc, arbitrer cette question de la qualité du travail dans un tel contexte, en essayant d'être toujours en lutte contre le virus, pour moi, ça met en tension les acteurs et les opérateurs qui sont en situation, puisque le socle du travail ne permet pas d'accepter en fait l'activité ou vient transformer et mettre en tension l'activité. Je trouve que dans les exemples qui ont été donnés dans le milieu de l'enseignement, ça le montre bien qu'à un moment donné, il y a une dissonance entre l'aspect structure et puis peut-être institutionnel, et puis l'activité qui va être déployée à l'intérieur d'un cadre qui est peut-être en train d'imploser ou qui est peut-être plus fonctionnel. Très bien, alors nous approchons de la fin. Eric, vous vouliez réagir? Oui, juste quelques mots par rapport à ces questions-là. Et je pensais notamment à tout ce qui s'est passé avec l'accélération brutale du télétravail et qui est lié à déjà une évolution importante dans la digitalisation et la numérisation du travail depuis quelques années. C'est qu'en fait, là, on se trouve dans la situation où il a fallu que tout le monde s'adapte à des outils, alors que les outils devraient s'adapter à notre travail. Et dans la grande majorité des cas, beaucoup de salariés, beaucoup de gens dans leur travail se retrouvent obligés de s'adapter à des outils digitaux, s'adapter au télétravail, au lieu que leur activité soit réfléchie et pensée et adaptée au télétravail. Et il y a une inversion qui me semble quand même assez importante dans les conséquences que va avoir en termes de transformation du travail cette pandémie. Et le deuxième élément qui est important aussi, c'est que dans le premier confinement, tout le monde s'est posé la question de qu'est-ce qui était essentiel en termes de travail, mais aussi dans le travail, et que cette réflexion-là, elle a commencé à germer, et qu'on peut espérer qu'elle aboutisse, elle aussi, à des transformations du travail qui viennent des travailleurs eux-mêmes, parce que je ne crois pas du tout à l'imminence de la verticalité, et elle nous l'a prouvé depuis mars dernier que la verticalité, ça ne fonctionnait vraiment pas. Très bien, merci. Alors, il nous reste 1 minute. On pourrait éventuellement prendre une question, mais vraiment très très rapide, avant de clôturer cette session, puisqu'on doit terminer à 15h30. Est-ce que tu as éventuellement une question, Nadia? Oui, ce serait peut-être pour clôturer. Selon vous, quelle est finalement la perspective qui s'ouvre aujourd'hui, toutes ces transformations qui se mettent en œuvre? Comment voyez-vous les choses? Et il y a une question aussi qui est relative à cela, autour du REX. Est-ce que vous pensez que les pratiques de retour d'expérience se mettent en place pour justement sortir des choses en termes de perspective? Alors, je vais demander à un intervenant de répondre très rapidement. Et peut-être que Erika, vous pourriez nous parler de cette question du rétexte au sein du milieu hospitalier dans lequel vous travaillez. C'est sûr que cette question-là, c'est ce que je disais, hein, c'est très embolisé en fait par toutes les questions liées à la dimension infectieuse. Donc, ça tourne beaucoup sur l'organisation autour de l'hygiène. Donc, c'est très compliqué donc moi, je me sers aussi quelque part de mon statut pour remettre au niveau des bilans, au niveau des retours d'expérience, la question du travail, la question de ce qui a pu faire ressources, la question aussi de l'engagement, la question aussi les effets aussi à long terme sur l'attractivité de nos métiers, parce que avant cette crise, on avait un problème d'attractivité sur nos métiers de soins, et là, on est en zone aveugle sur les effets aussi sur l'attractivité de ces métiers. Très bien, merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup aux intervenants. Et donc là,
c'est la fin de cette session.